Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce week-end qui se prépare, en tout cas pour certains d'entre vous. On va parler de quoi dans cette vidéo? On va parler du State of Play de Sony qui s'est déroulé hier, bien entendu. On va parler également de RTX 3060, le jour de naissance hier de cette carte graphique et peut-être le jour de sa mort, je vais dire pourquoi. On va parler aussi d'un abonné, Olivier, qui a fait des vidéos sur sa RX 6800 XT et ce qui va me permettre de découler, de parler de DLSS et du Fidelity de AMD et ce que ça va nous amener. On va parler également du MacBook Pro, et oui, qui va bientôt arriver, et des spécifications qu'il va y avoir dessus. Et on va terminer par un petit mot sur le Xbox Live, ce qui est arrivé hier. A tout de suite. Alors on va commencer tout de suite par un petit mot sur la chaîne, et oui, parce que certains n'apprécient pas donc les introductions que je fais de temps en temps humoristiques. Bon, il faut savoir que c'est un peu l'essence même de cette chaîne, hein. C'est-à-dire que j'ai démarré il y a très longtemps cette chaîne, enfin très longtemps, n'exagérons rien, c'était en mars dernier en côté gaming, finalement ça fait moins d'un an, mais très vite j'ai introduit, on va dire, des versions humoristiques plus ou moins drôles, ça dépend pour qui, c'est sûr, je le reconnais, c'est peut-être un peu bas de plafond comme on dit, bon ça me fait bien rire moi personnellement, et certains de mes abonnés, mais pas tout le monde. Donc c'est pour ça que j'introduis des sommaires, pour que vous puissiez les sauter, mais il y en aura toujours de temps en temps, voilà, et puis ça reprend d'une façon humoristique un peu l'actualité du jeu vidéo. Ça me permet aussi, on va dire, de débrider tout ce côté un peu sérieux de certaines vidéos, et en même temps, ça aussi c'est une autodérision, on peut dire, faut jamais se prendre trop au sérieux. Alors Xbox Live, on va en parler rapidement, vous savez qu'il y a eu une grosse panne apparemment hier sur le Xbox Live. Et c'est assez intéressant parce que même le Game Pass ne marchait plus, enfin pour certaines personnes, c'était un peu la bérésina. Donc bah oui, effectivement, ça peut arriver et ça nous montre toute la dépendance vis-à-vis du cloud, vis-à-vis effectivement de Internet, c'est-à-dire que dans le futur, si Internet tombe, eh bien on ne pourra peut-être même plus jouer à nos consoles chez nous, ce qui est, je reconnais, un véritable problème. On est bien loin de l'époque où on était totalement déconnecté et on pouvait finalement jouer comme on voulait sur nos consoles sans se soucier de ce qui arrivait ailleurs. Maintenant, effectivement, même des jeux qui apparemment pourraient se jouer en solo nécessitent une connexion, en particulier avec le Game Pass, je l'ai vu, donc avec le Game Pass, si vous n'avez pas de connexion, eh ben ça ne marche pas, comme Control par exemple. Donc l'épisode apparemment est passé, mais effectivement, ça nous montre toute notre dépendance vis-à-vis du réseau. Alors parlons tout de suite maintenant du State of Play de Sony. Bon, personnellement, c'était pas une grande intervention, il faut être tout à fait honnête, hein. Il n'y a pas voilà, de nouveautés majeures. Il y a certains qui disaient, tu te trompes peut-être sur God of War, ils vont annoncer peut-être quelque chose, et ben voilà, non, ils n'en ont rien annoncé du tout. Les God of War, moi je continue à dire que ça se profile pour 2022, voire plus tard. Tout simplement. D'ailleurs, ils insistent plus là-dessus, hein. Ils ont mis une fois le logo avec 2021 et maintenant, hop, terminé. Alors, hormis une énorme surprise, je vous répète, peut-être qu'ils s'arrangent pour créer le hype total d'un seul coup. J'ai quelques doutes, d'autant plus que, bah oui, Kena Bridge of Spirit, par exemple, de Amber Lab, eh ben, il est retardé. Alors, voilà, il était annoncé théoriquement, je dis bien, il y avait tout le monde qui disait que c'était pour mars, on l'attendait pour mars, je l'attendais pour mars, eh bien, il est reporté en août, 24 août, si je ne me trompe pas. Alors après, je vais pas critiquer Amber Labs du tout, hein. Surtout après l'épisode de Cyberpunk, j'ai toujours dit moi hein, que si jamais les studios, je l'avais déjà dit pour Last of Us 2 par exemple, qui avait été critiqué pour ça plusieurs fois, hein, et ben si Naughty Dog, si jamais ils retardaient le jeu, ça ne me gênait pas si le jeu était meilleur à la fin, et ça a été le cas pour moi en tout cas. Donc Amber Lab, qui est un petit studio en plus, je vais surtout pas les critiquer. L'épisode Cyberpunk, comme je l'ai dit, ça a quand même marqué pas mal de monde, hein. La sortie précipitée d'un jeu, on a vu ce que ça a donné. Donc s'ils retardent de quelques mois le jeu, mais que le jeu est encore meilleur, eh bien pas de problème. Et au vu de ce qui nous a été présenté, c'est-à-dire le nouveau trailer sur Kena Bridge of Spirit, je peux vous dire que moi j'ai vraiment eu presque des frissons, et oui des frissons, tant il y a une âme artistique derrière, il y a vraiment quelque chose, le monde qui nous est présenté est vraiment original, intéressant, l'histoire je l'espère le sera aussi, donc voilà, j'attends beaucoup de ce jeu, un petit jeu peut-être, un petit studio peut-être pour le moment, mais qui selon moi après la sortie de ce jeu, eh bien gagnera ses lettres de noblesse et va vraiment peser dans le monde vidéoludique. La bonne surprise de ce State of Play, c'est Oddworld Soulstorm qui va arriver gratuitement pour les possesseurs de PlayStation Plus sur PS5. Ça c'est très bien, alors c'est un jeu qui peut paraître un peu daté, mais moi personnellement c'est un jeu qui peut être sympathique.
Et surtout, ça annonce quoi? Ben, ça annonce que Sony, ils ont peut-être quand même compris l'intérêt du Game Pass, parce que d'ailleurs, entre parenthèses, il y a plusieurs éditeurs qui ont commencé à dire que le Game Pass, pour eux, c'était génial. Et oui, il y a des éditeurs qui le disent, hein. Alors, je pense pas qu'ils aient un pistolet sur la tempe pour le dire, c'est-à-dire que pour eux, ça leur a permis de développer plus et de développer plus facilement. Donc ça veut dire qu'effectivement Microsoft apparemment les paye correctement pour qu'ils puissent continuer leur boulot, et donc finalement ça peut être gagnant-gagnant, gagnant pour les joueurs, gagnant pour Microsoft à terme, et gagnant pour les développeurs. Et donc Sony, il commence peut-être à regarder un peu ça et à se dire finalement pour attirer des joueurs, sur le PlayStation Plus en l'occurrence, peut-être que c'est la bonne méthode. Donc on verra s'ils continuent dans cette initiative dans le futur, mais en tout cas moi je trouve que c'est un bon début avec ce jeu. On va continuer avec Deathloop, oui Deathloop qui est fait par Arkane Studio, qui est un studio, je vous rappelle, qui est à Lyon, c'est assez intéressant, qui appartient au groupe ZeniMax. ZeniMax, il va bientôt peut-être aller chez Microsoft, normalement si tout se passe bien. Je vous rappelle que Arkane Studio a fait quand même, j'y ai joué d'ailleurs à Dishonored 2 en particulier, j'ai joué et j'ai trouvé ça très très bien. Moi j'ai trouvé ça personnellement assez original aussi, donc le jeu est intéressant. C'était un jeu à la première personne, Deathloop aussi. Vous allez avoir une espèce de loop temporel, vous allez devoir tuer 8 assassins en face de vous, mais bien entendu on va vous empêcher de le faire, ça va être assez complexe. Voilà, donc on verra ce que donne ce jeu dans le futur, mais bon, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est un studio lyonnais qui est assez proche de Grenoble. Et on a fini avec Final Fantasy VII, le remake du jeu PS4 qui va arriver sur PS5 avec des améliorations. Mais tout ça pour dire que finalement, oui, c'est assez pauvre en jeu quand même, hein, le début d'année on va dire. Aussi bien sur PlayStation d'ailleurs que sur Xbox, et que bon voilà, les nouvelles consoles pour l'instant elles n'ont pas grand chose à manger, on va dire de vraiment nouveau, de vraiment excitant, excusez-moi le terme, en termes de performance, en termes de next-gen. C'était prévisible, vont me dire certains, peut-être, mais à ce point, quand même, tous les jeux sont repoussés petit à petit, on voit que voilà, c'est difficile. Alors certains vont me dire c'est à cause de la pénurie de composants, je le répète, je pense que ça a bon dos, tout comme le Covid, hein, la Covid, excusez-moi. Je pense que non, c'est plutôt que voilà, les gens, ils ont pris du retard. Il y a eu peut-être des annonces de faits précipitées pour permettre justement de vendre des consoles, et qu'effectivement maintenant les développeurs prennent leur temps pour sortir leurs jeux. On va parler rapidement du MacBook Pro qui va arriver. Alors il y a des rumeurs qui courent, comme quoi, premièrement, il aurait un écran mini LED. Je vous en parle souvent du mini LED, je vous ai dit que ça allait arriver partout, et voilà, ça continue. Alors apparemment, ils auraient des écrans, les MacBook Pro mini LED, oui, en termes de luminosité, en termes, on va dire, de blooming, même si sur les écrans plus petits, bon, ça se voit moins, en termes de qualité, ce sera bien meilleur. Il va également posséder peut-être, même sûrement, le M1X. Vous savez, j'avais parlé du M1 dans une émission spéciale sur Apple, et bien le M1X, ça va être la version boostée du M1, qui est basée sur une technologie ARM, je vous rappelle. Alors, quelle est la différence avec le M1? Eh bien déjà, il aura 12 cœurs de performance au lieu de 8 cœurs de performance, contrairement au M1. Il aura après 4 cœurs comme par contre le M1 de faible consommation, hein, donc il a 4 cœurs faible consommation, 8 cœurs de performance. Côté graphique, il sera énormément boosté, puisqu'il aura, au lieu d'avoir 8 cœurs comme le M1 avec 128 unités d'exécution, il aura 16 cœurs avec 256 unités d'exécution, soit tout simplement le double. De plus, en accessibilité mémoire, il aura le double puisqu'il va accéder à 16 Go au lieu de 8 Go. Et d'ailleurs, la mémoire unifiée de ce MacBook Pro sera de 32 Go au lieu de 16 Go. Donc on va attendre pour voir ce que ça donne en performance, mais ça a l'air pas si mal que ça. Bon, je crains que le prix soit aussi pas si mal que ça, mais on en reparlera lorsqu'il sera sorti. On va parler du RTX 3060, et pourquoi je crois que cette carte, il faut pas la prendre. Alors déjà, je pars d'une considération, c'est-à-dire si vous trouvez toutes les cartes que je vais citer, je vais parler que de Nvidia bien entendu, si vous trouvez ces cartes au prix fondeur, ce qui est absolument impossible, ça s'appelle de la science-fiction. Mais on ne sait jamais, un jour peut-être, ça peut revenir. Donc les cartes, elles sont à quel prix? RTX 3060 c'est 335 €, la RTX 3060 Ti que je cite c'est 419 € et la RTX 3070 c'est 519 € en prix théorique. C'est très important. Il y a eu des essais de fait bien entendu. Alors sous Cyberpunk en 1440p, en Quad HD, en Ultra bien entendu, on obtient 39 FPS pour la RTX 3060, on obtient 53 FPS pour la RTX 3060 Ti et on obtient 60 FPS pour la RTX 3070.
Sous Assassin's Creed Valhalla, la même chose en Quad HD, je parle en Quad HD, mais c'est à peu près le même, on va dire la même différence en termes de FPS en 4K. On obtient 53 FPS pour la RTX 3060, on obtient 65 FPS pour la RTX 3060 Ti, c'est important, hein, et 69 FPS pour la RTX 3070. Et pour Red Redemption 2, même chose, en 1440p, on obtient 61 FPS avec la 3060, 80 avec la 3060 Ti et 91 avec la 3070. Et quelle déduction on peut faire de tout ça? Eh bien, j'ai fait le ratio, on va dire, prix-performance. Si vous passez d'une RTX 3060 à une RTX 3060 Ti, vous allez augmenter, vous allez mettre 20% de plus en termes d'argent, c'est-à-dire 84 € pour acheter une RTX 3060 Ti à la place d'une RTX 3060. Si vous voulez une RTX 3070 à la place d'une RTX 3060 Ti, 20% de plus également, c'est 100 € de plus. Par contre, si vous regardez en performance, de la RTX 3060 à la RTX 3060 Ti, vous gagnez en grosso modo 25% à 27% de performance en plus. Alors que si vous passez d'une RTX 3060 Ti à une RTX 3070, vous ne gagnez que 10 à 13% de performance en plus. Conclusion de tout ça, eh bien, le rapport prix-performance, le meilleur qui soit, c'est la RTX 3060 Ti, selon moi. Et donc cette carte, en, on va dire, milieu entrée de gamme, c'est la meilleure pour moi, c'est-à-dire que vraiment c'est une carte qui est bien boostée et qui permet des performances tout à fait convenables. Et pour 84 € de plus, eh bien, par rapport à la RTX 3060, elle est bien plus intéressante. À condition de la trouver à ce prix-là, et c'est là tout le problème. On va terminer par les essais qu'a fait Olivier avec sa carte RX 6800 XT. Je mettrai bien entendu le lien de sa chaîne, enfin de sa vidéo, de ses vidéos en description. N'hésitez pas à aller voir ses vidéos et pourquoi pas à vous abonner à sa chaîne si vous êtes intéressé par ses vidéos. Donc, qu'est-ce qu'il montre? Eh bien, il montre effectivement qu'avec sa carte, qui est une carte Saphir, qui a une technologie un peu particulière qui s'appelle le TriXX Boost, et puis aussi avec ce qui est contenu dans le AMD Fidelity, qui s'appelle le Sharpening, donc ça c'est l'amélioration, on va dire, de la résolution, l'amélioration de la netteté. Eh bien, ces deux technologies, qu'est-ce qu'ils montrent? Finalement, que quand on les active, en ayant des résolutions inférieures, ça ramène artificiellement à la résolution native comparative. Le premier cas, il l'a fait en Full HD 1080p, le deuxième cas, il l'a fait en Quad HD 1440p, pour les comparaisons. Eh bien, on voit qu'on a l'équivalent à l'écran en termes de visualisation, avec au départ une résolution un peu inférieure, mais grâce à ces algorithmes, eh bien, on améliore la résolution de façon artificielle. Ça vous rappelle quelque chose? Le DLSS, bien entendu, le DLSS 2.0 par exemple de Nvidia, ou bientôt le Fidelity Super Résolution. Et oui, toutes ces technologies sont là pour faire quoi? Pour simuler, par exemple, du 4K natif, ou du 1440p natif, ou même du Full HD natif, de façon à accélérer le nombre de FPS. Et dans ces essais, qu'est-ce qu'il montre? Eh bien, il montre grosso modo qu'à chaque fois, ça double le nombre de FPS par rapport à la résolution native sans ces améliorations artificielles. Et donc, qu'est-ce que ça montre tout ça? Ben, ça montre tout simplement qu'effectivement, dans le futur, beaucoup de ces algorithmes, de ces fonctionnalités seront utilisées aussi bien par Nvidia que AMD dans les consoles, dans les PC, pour atteindre des résolutions plus grandes, avec bien entendu une qualité d'image équivalente à du natif. Et donc finalement, que la promesse d'avoir du 4K natif sans aucun artefact à côté, eh ben, c'est en tout cas pour les consoles, et même pour les cartes graphiques je pense, hein, surtout si on active le ray tracing avec toutes les options, eh bien c'est un peu, on va dire, du rêve, entre guillemets, voilà, je peux le dire aujourd'hui, hein, on a beaucoup rêvé, on en a pas beaucoup parlé, hein, de vous rappeler des consoles en janvier dernier, hein, en janvier 2020, on disait oui, 4K natif, peut-être du 60 FPS, etc. J'étais peut-être d'ailleurs dans ce cas-là, je le reconnais, hein, eh bien je pense que c'est derrière nous et maintenant on va y arriver, mais par, on va dire, des artefacts, par des chemins parallèles qui font que au final, en visuel, vous aurez l'impression d'avoir du 4K natif pour les consoles ou du 1440p natif pour par exemple les PC ou du 4K natif pour les PC, mais qu'en fait vous n'aurez pas tout à fait ça au départ, mais vous n'y verrez, excusez-moi le terme, que du feu. Et c'est bien là l'essentiel. L'essentiel, c'est que quelle que soit la méthodologie employée, on arrive à des résultats les meilleurs possibles, avec des FPS qui soient plus élevés que du 30 FPS, pourquoi pas, surtout dans des jeux qui ont besoin de pas mal de FPS, hein, comme les multijoueurs par exemple, et bien qu'on ait effectivement une résolution élevée, avec le FPS le meilleur possible, et ça nous permet de profiter pleinement de nos jeux, et la promesse sera finalement tenue, mais d'une façon différente de ce qui nous avait été promis au départ.
Et puis je pense surtout au 8K, même si le 8K, bon, effectivement, pour l'instant, c'est très loin, ben, ça viendra peut-être un jour, poussé par les constructeurs, pas forcément poussé par le consommateur, ça c'est un autre problème, mais les constructeurs vont peut-être pousser ça pour renouveler la gamme de téléviseurs, par exemple, hein, vous imaginez bien, et donc pour faire du 8K, pour alimenter les 8K en jeu, eh bien il faudra des technologies de ce type-là, j'en suis absolument persuadé. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.